Bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes en début de semaine et nous allons avec vous, dans un instant, recevoir Michel Madou. Bonjour. Bonjour. Avec lui, on parlera un petit peu de manifestations qui auront lieu ces jours-ci et ça a commencé. La musique va danser, c'est le moins qu'on puisse dire. On va recevoir ensuite Madame Vertino, Armelle Vertino. Elle fera un petit hommage à la sénatrice Victoire Jasmin qui est décédée. Elle avait tourné un petit film avec elle il y a quelque temps. Elle va nous le diffuser. En parlant de cinéma, on va recevoir aussi Monsieur Agélan, qui est un réalisateur guadeloupéen qui vient de sortir un film sur la drogue, les mules, qu'on verra dans le cadre du festival. Sinon, l'actualité, on parlera tout à l'heure de ce qui se passe en Israël, mais avant, on dit deux petits mots sur la Guadeloupe. Réunion alerte tsunami, la self-défense senior à Capesterre, le semi-marathon à la non-violence, c'était ce week-end à la Carle, et puis l'annonce de l'éclipse solaire du 14 octobre. Mais on revient un peu sur l'actualité internationale très rapidement, puisque vous le savez, si vous voyez la une du Monde qui est parue ce matin, je signale en passant que le Monde est désormais imprimé en Guadeloupe chaque semaine, chaque jour. Le quotidien français, il fait en France, mais imprimé en Guadeloupe, donc disponible jour même. Et vous voyez le titre « Israël frappé au cœur ». Alors, qu'est-ce que s'est-il passé ce samedi dernier? Le Hamas a attaqué Israël. Il y a eu beaucoup de morts, plus de 800 morts et des centaines de blessés. Réaction, bien sûr, d'Israël qui aussi a frappé Gaza. Gaza qui est d'ailleurs en état de siège en ce moment, puisque plus rien ne peut passer dans cette bande en Cisjordanie. La situation est particulièrement compliquée pour les Palestiniens, mais Israël est en train de panser ses plaies. Au niveau international, il y a eu beaucoup de réactions en faveur d'Israël, que tout le monde condamne cette action du Hamas. La situation va paraître compliquée dans les jours qui viennent, puisque Netanyahou vient de déclarer que la situation sera difficile dans le Proche-Orient, dans le Moyen-Orient, dans les jours qui viennent, puisque les attaques d'Israël seront aussi très dur. Vous voyez un peu les images. Israël a aussi suspendu tout ce qu'elle donnait comme électricité à la bande de Gaza. Donc aujourd'hui, il n'y a ni plus ni électricité à Gaza. Des centaines de milliers de personnes sont obligées de fuir cette région et les combats continuent ce lundi encore. Et les attaques d'Israël ne vont continuer. Les attaques du Hamas ont continué aussi aujourd'hui, puisqu'il y a encore des roquettes envoyées sur le pays. Et donc c'est une situation de guerre un petit peu particulière, peut-être même plus compliquée que ce qui se passe en ce moment même entre la Russie et l'Ukraine. Et au niveau international, il y a déjà des prises de position, aussi bien en France qu'aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. D'ailleurs, l'Union européenne a décidé de supprimer toutes les aides qui étaient accordées du point de vue humanitaire à Israël, à la Palestine. Et donc, c'est une situation qui, de toute manière, va continuer à se détériorer. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Deux petits mots sur la situation en Guadeloupe. Et là, on change totalement de sujet. Réunion alerte tsunami, c'était à Bémao. Olivier Mouradel était sur place, on regarde. C'est vrai qu'en Guadeloupe, nous avons une vraie culture du risque cyclonique. Pas plus tard qu'en début de semaine, nous avons été donc touchés en tout cas par la tempête Philippe. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude des cyclones, mais il existe d'autres risques qui sont bien, en tout cas potentiellement, qui sont bien réels, et entre autres les tsunamis. Et c'est vrai que nous sommes venus ici parler à cette population de Font-Richer qui est en tout cas exposée en tout cas au tsunami. Qui est près de la mer, donc qui est vraiment exposé en cas de séisme suivi d'un tsunami. Donc c'était important pour nous, en tout cas ville de Bémao, municipalité, de venir dans cette maison de quartier pour échanger avec les habitants, avec des professionnels, le service prévention des risques de la ville, et aussi pour annoncer que nous aurons un exercice, en tout cas, donc la semaine prochaine, vendredi 13, où justement nous aurons un exercice en situation réelle, donc
où les habitants sont invités à participer pour en tout cas avoir les bons réflexes si demain nous sommes touchés par un tsunami. Il est important que la population ait les consignes à suivre justement, savoir que faire et surtout quels sont les signes qui vont faire que les gens vont quitter chez eux pour se réfugier sur une hauteur minimale de 10 mètres par rapport au niveau de la mer. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas pour l'instant de sirène d'alarme, ce qui veut dire que chacun devra se déterminer par rapport au ressenti qu'il va avoir ce jour-là par rapport à un tremblement de terre relativement fort. Je suis avec M. Zaibo, Narcisse, qui parlera tout à l'heure, parce qu'il est important que le spécialiste des tsunamis soit également présent. Que la population sache que l'alerte naturelle, c'est le ressenti du séisme. Donc si vous sentez des secousses sous les pieds, il faut tout de suite penser à l'associer à ce que la mer puisse sortir de son lit. Parce qu'un tsunami, c'est la mer qui sort de son lit. On peut ne pas ressentir le séisme sous les pieds parce que le tsunami peut être d'origine volcanique ou peut provenir d'une zone très lointaine. Et dans ce cas-là, si on est en bordure de mer, il faut avoir deux attentions à avoir, c'est-à-dire d'abord regarder toujours l'état de la mer. Et si vous voyez que la mer se manifeste de façon inhabituelle, soit se retire brutalement ou alors commence à gronder, etc., il faut donc penser à ce que l'associer à une possibilité de tsunami et donc dans ce cas-là, avoir les bons réflexes pour pouvoir s'éloigner des côtes. Et d'autre part aussi, c'est l'ouïe. Donc il faut aussi, si vous ne ressentez rien, que vous ne voyez rien, que vous entendez la mer gronder de façon inhabituelle, il faut aussi penser que la mer est en train d'être travaillée par un séisme qui a eu lieu dans une zone très lointaine et qui va provoquer justement la sortie de la mer de son lit. Donc voilà un peu les éléments principaux qu'il faut avoir. Nous avons les risques cycloniques, volcaniques, tsunami. Et bien sûr, il est évident que dans cette période, il est normal qu'il y ait des alertes de ce type-là, des préparations. Alors que la violence fait rage dans le proche Moyen-Orient, en Guadeloupe, il y avait un marathon sur la non-violence. C'était la CAOL qui a organisé ça à Saint-François, autour de la statue de Gandhi. On regarde un peu ce qui s'est passé avec Olivier Morandel qui était sur place. Départ imminent. Donc, voilà. Et c'est parti pour ce premier semi-marathon international de Saint-François. C'est une première à l'échelle de l'humanité, puisque les marathoniens et marathoniennes prendront le départ au pied de Martin Luther King pour arriver dans les bras de Gandhi. Et cela pour incarner dans ce semi-marathon cette dimension spirituelle qu'est la non-violence. Au moment où la terre tremble pratiquement ici et là sous la violence, il est temps de se réveiller et d'utiliser cette arme que nous ont léguée Martin Luther King et le Mahatma Gandhi, qu'est la non-violence, et qui est l'arme la plus redoutable que l'être humain peut disposer de façon à faire face aux défis de violence que doit relever l'humanité. Donc, nous incarnons dans ce semi-marathon cette dimension spirituelle, culturelle, de façon peut-être pour une fois à donner une âme, une essence à une épreuve sportive. Nous sommes très honorés que ce semi-marathon et cette marche de la non-violence organisée par le GOPIO ait choisi Saint-François. Pourquoi? Parce que nous avons dans notre cité ces deux statues, ces deux apôtres de la non-violence qui ont laissé cette trace dans l'histoire, qui ont laissé cette profonde expression spirituelle de la non-violence, tant il est vrai que seule la non-violence est la réponse à ces actes de violence. Et c'est pour cela que nous sommes particulièrement honorés aujourd'hui de recevoir cet événement. Et la culture de la non-violence s'appuie sur 3 valeurs: le respect, l'empathie, la tolérance et quelques autres valeurs. Et ces valeurs-là doivent être inculquées au sein de la cellule familiale. Chaque personne, nous pensons que la cellule familiale est le lieu privilégié pour pouvoir développer ces valeurs et développer cette culture de la non-violence.
Donc nous pensons que c'est un premier pas et je pense qu'aujourd'hui c'est le point de départ d'un mouvement non violent en Guadeloupe pour essayer de faire tomber cette violence qui nuit énormément à la vie du pays, au vivre ensemble et à l'équilibre de la société guadeloupéenne. C'est vrai que la violence a déjà fait plus de 46 victimes des homicides depuis le début de l'année. Alors, on va quitter ces domaines un petit peu particuliers. On reviendra à des choses un peu plus légères. Michel Madou, le président de la commission culture du conseil départemental, adjoint au maire au patrimoine et aussi à la culture, mais aussi à Cap Excellence. Il y a des choses qui vont se passer, Michel Madou, qu'a fait. Des choses plus légères, mais tout aussi sérieuses quand même. C'est en masterclass que nous avons fait avec Jacques Schwarzbart. On fait venir Jacques avec son groupe, l'Harlem Suite. Alors, pour vous qui peut connaître, il faut dire Jacques Schwarzbart, car il y a pas un écrivain. Non, Jacques Schwarzbart, c'est garçon André et Simone. C'est un saxophoniste hors pair qui est aussi enseignant, formateur à Berkeley. Tout à fait. Et c'est un musicien reconnu, mondialement reconnu, qui a joué avec des très grands, notamment Roy Hargrove, Michel Ndjé Ochello. Voilà, c'est une vraie pointure dont on est fier, c'est un Guadeloupéen. Et l'objectif pour nous, c'est de venir faire Jacques présenter son projet, The Harlem Suite, en Guadeloupe, au Fort d'Elgrès. Mais pour vraiment qu'il y ait cette portée formative et pédagogique, il rencontrera une quinzaine de jeunes ou moins jeunes musiciens, en tous les cas, qui vont s'inscrire dans des masterclass avec lui pour se perfectionner, travailler certains aspects de la musique. Le mardi, mercredi, jeudi, donc 17, 18, 19, ils seront avec Jacques en masterclass. Le 16, Jacques va accueillir peut-être une trentaine ou quarantaine de collégiens, voire peut-être plus. Ouais. Et là, pour qu'il y ait des échanges entre l'artiste et les jeunes collégiens de Guadeloupe, quoi. Donc, c'est une belle assemblée que nous avons essayé de faire et une belle contrée que nous avons fait. Tout ça dans moi créole aussi. Hein. Et pour nous ouvrir en nous, que Guadeloupe, ouvrir là, il prend ballon et en même temps, que ça qui profite de Guadeloupe, ça qui voit d'autre côté, Pérou baille aussi. C'est comme ça, c'est y'en a l'autre, quoi. Donc Jacques revient naturellement et avec beaucoup de fierté, il revient. Mais voilà, on voit qu'il sera avec Grégory Privard, Arnaud Dolmen et le quartet. Vraiment, des hauts niveaux. Oui, franchement, c'est intéressant. Et puis, ça qui est bien, c'est que je dis, il faut artistes là pour communiquer avec les pays. Et il faut que ces jeunes, si on veut vraiment développer des passions, créer des vocations, eh bien, il faut que ces jeunes ils puissent rencontrer ces artistes confirmés afin de savoir si effectivement c'est un métier qu'ils veulent embrasser, si c'est une passion qu'ils nourrissent vraiment. J'aurais voulu, moi, à mon âge, pour avoir ces opportunités de rencontrer ces artistes. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse promouvoir ce genre d'échange, entre guillemets, ce genre de retour aux sources. Et je crois que des artistes comme Jacques, mais je pense à Sonny Troupé, je pense à Alain Jean-Marie, et à bien d'autres, eh bien, tous ces artistes-là, ils n'ont qu'une envie, en réalité, c'est de pouvoir redonner au pays Guadeloupe ce qu'il leur a offert, quoi. Alors, masterclass d'abord, le 17 et 19, c'est sur inscription. 19. Alors, oui, sur inscription, oui. Oui, il faut porter manœuvre, là. Il faut porter manœuvre, mais il n'est pas trop tard. Il doit rester quelques places toujours. Et là, c'est musiciens confirmés, musiciens amateurs aussi qui ont un bon niveau, et des jeunes lycéens aussi qui ont souscrit à la filière et qui veulent vraiment se perfectionner. Et alors, comment aborder un thème, par exemple? C'est des thèmes le monde a fait de manière spontanée, mais là, il y aura vraiment une réflexion dessus, un échange avec Jacques Schwarzbart. Comment aborder un thème, la mélodie, la complexité, entre guillemets, de certaines grilles harmoniques, comment l'aborder en tant que soliste, mais en tant qu'accompagnateur aussi. Et là, quand on a Grégory Privat, qui est un excellent pianiste, quand on a Jacques, qui est un parfait soliste aussi, donc je pense que tous ces aspects de la musique pourront être abordés avec ces artistes-là. Et c'est une très bonne chose pour les musiciens qui vont s'inscrire. Après, il y a l'interaction entre les différents musiciens aussi, bien le soliste que la section rythmique, comment ils travaillent entre eux, ils avancent sur un thème, ils avancent sur tout au long d'un titre avec l'exposition du thème, les solos, l'improvisation et la réexposition. Donc c'est du vrai travail, quoi, et c'est quelque chose de très puissant et très intéressant. Et aussi bien l'aspect rythmique que l'aspect mélodique, les deux aspects seront abordés avec ces inscrits au masterclass sur 3 demi-journées, 17, 18, 19, de 9h à 13h, quoi, à l'habitation Laramée. Et après, donc, concert après. Voilà, le concert, c'est le vendredi 20 au Fort d'Elgrès. Et ça qui est bien aussi, c'est que les inscrits à la masterclass vont avoir cette restitution le soir du concert à l'avant, en première partie du concert de Jacques. Entrée libre, c'est sûr que je... Oui, entrée libre, oui. Wow. Non, mais Non, mais ça faut nous y veiller là, c'est important. Ouais.
Oscar Bord, quand même, bon. Dommage qu'il n'y ait pas. Si nous pouvons souvent ici, si vous trouvez un créneau. On peut trouver le créneau. Si vous trouvez un créneau. Facilement, on peut trouver le créneau là. Non, c'est important. Et on a aujourd'hui des musiciens de valeur. Je parlais d'Alain Jean-Marie tout à l'heure. On a beaucoup d'artistes en réalité qui sont pas dans des schémas de venir prendre des cours ou autre, mais qui n'ont qu'une seule envie, une seule passion, réellement, c'est de pouvoir réoffrir. Le parcours de Jacques est assez atypique, parce que Jacques a commencé la musique relativement tard. Et quand on voit le musicien qu'il est devenu aujourd'hui, donc je pense que vraiment aujourd'hui, on doit s'inspirer. Et il a inséré le gouka dans sa musique. Voilà, très clairement, oui. Bon, il a fait plusieurs incursions. Hein, et après, il y a eu la musique juive, il y a aussi la musique orientale aussi. Voilà. Donc, mais le choucage, son Guadeloupéen malgré tout, qui malgré toute expérience qui a été menée l'autre bord, et aujourd'hui, il a été Guadeloupéen. Et j'ai envie de dire que c'est notre devoir à nous de favoriser ces échanges, ces retours aux sources, et qu'on puisse, au-delà même de la prestation scénique, qu'on puisse avoir cette connexion entre les jeunes ou moins jeunes qui veulent faire de la musique leur métier et ceux qui ont choisi de choisir de la culture, de choisir la culture comme professionnalisation. Et puis c'est important de faire connexion là, ça, quoi. Alors, bon, on prend un tout petit peu d'avance sur le programme, les vibrations. De petits mots. Pourquoi vous venez nous parler de ça, mais on peut nous le petit. Alors, tout ça, c'est à dans une série d'action que nous avons fait dans Moi Créole. Créole en mouvement. Il est différent l'année là, ça. Vibration. On est souvent. C'est musique créole en mouvement. Voilà, la musique là en mouvement. Mais là, on a des biens et créole, là, pas qui parle créole, là, pas qui langue là. Son kilti, son genre de vie. C'est l'habitude, son fonctionnement. Et on a décidé pour cette année 2023, Vibration, c'est un concert de musique rap, hip-hop, reggae, dancehall. Un peu mais dit musique urbaine parce qu'en réalité en Guadeloupe ça n'a pas ni bon sens. Voilà, alors au reste on a dit un Bourg-Lance Bertrand qui a fait musique urbaine. Alors que tu vois ce que je dis. Au reste dit un Bourg habitants qui a fait musique urbaine, non, ça n'a pas ni bon sens. Ou à Cousinière, au reste musique urbaine, non. Alors en réalité c'est dancehall, reggae, raga, hip-hop, trap. Et il y a une vingtaine d'artistes environ, donc je peux les citer. Wervana, Admiral, Saik, Raifé, Tensi, Mata. Sadik aussi. Monsieur Sadik sera là aussi, Warped, Drexy, Maglight, Sandro S. Rice, Génération Agamophing, ça c'est le coup de cœur aussi. Vous mettez le gros paquet là. Et nous pas même bailler tout. Voilà, et c'est important parce que tous ces artistes de la scène reggae, raga, rap, hip-hop, eh ben, je dis hip-hop aussi parce qu'il y aura des graffeurs qui seront présents, il y aura des danseurs pour toute la culture hip-hop même. Eh ben, c'est un rendez-vous qui est offert à ce public, à ces artistes, mais pareil, de 9h à 14h, il y aura des séances avec des ateliers, avec des institutionnels, l'ADAMI, la SACEM, l'URSSAF, le Pôle emploi et bien d'autres encore. Il y aura des avocats aussi qui seront présents, des agences d'artistes, pour qu'on ait une discussion sur comment construire une carrière, comment se professionnaliser, comment structurer son engagement et sa carrière. A pas tout dit qu'il va monter sur scène à y chanter, mais aussi il y a la défense des droits. Il faut savoir vivre de ça aussi, c'est ça. Voilà, c'est ça, clairement, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Et aujourd'hui, ces artistes, eh bien, on arrive à leur offrir de 9h à 14h ces échanges. Il y aura un bica-parole aussi, avec tous ces professionnels qui seront là pour encadrer. Il y aura un open mic aussi pour les jeunes qui veulent montrer leur talent, et même les seniors, les grands qui sont là aussi pour participer. Et c'est important que de 9h à 14h, que nous peignions un beau cantage, qui genre pour stratégiser carrière, au cas pour professionnaliser, parce qu'elles sont métier, tu es censé en vivre, donc il y a des droits, il y a des devoirs, il y a des règles administratives, et après la filière artistique, le décattement artistique là, ça c'est artiste là qu'à gérer. Mais pour tout ce qui est administratif même, ça c'est très important. C'est parfois ce qui nous fait défaut. Voilà. Alors si ces musiques là, ça, nous gagnons belle semblée. Donc le 20 et le 21, on veut dire que, et ça c'est à Beauport que nous avons fait ça. Donc on veut dire aussi, nous si Bastet, nous si Beauport, nous si Laramé, et mois d'octobre là, nous si la Guadeloupe. Voilà. Ça plus simple et ça plus belle. En tout cas, merci Michel pour ça, le rappel, le 16 et 17, Schwarzbart. Du 17 au 19. Jacques Schwarzbart en masterclass à Laramé, voilà. Le 16, il va rencontrer des collégiens de Guadeloupe. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 50-60 collégiens de Guadeloupe. Et le 20, son concert au Fort d'Elgrès, avec en première partie, en avant-première, on va dire, tous les participants à la masterclass. Et ça, c'est un concert qui leur offre, c'est aussi très bien, c'est une belle opportunité. Et le 21, Vibration à Port-Louis. Pourquoi vous venez vous parler de ça? Pas
pas fini. 12h55, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Madame Vertino et Monsieur Agilan, et puis on va continuer l'information. Merci d'être avec nous. Nous revenons jusqu'à 14h. Voilà, nous sommes de retour avec vous sur le plateau du ZCL News. Il est 12h59 dans une minute. Il va être 13h et c'est l'heure de revenir à l'actualité. Il y avait la semaine dernière un colloque sur le problème de l'habitat. Maurice Cessé était sur place depuis Paris. On regarde. En première news, je me trouve salle Clémenceau ici au Sénat pour le colloque annuel de l'UCHOM, Union sociale pour l'habitat outre-mer. Le logement des outre-mer, évidemment, débattu toute la journée avec plusieurs interventions. Cette année, le thème de ce colloque, Objectif outre-mer vers des politiques partenariales pour l'habitat. De nombreux élus des régions d'outre-mer ont fait le déplacement. Je vous propose d'écouter les quelques interviews réalisées ici pour vous tout au long de cette journée ô combien importante, puisqu'il s'agit de ce secteur qui concerne toutes les régions d'outre-mer, le logement en particulier, les logements sociaux. Tout à fait. Ce n'est même pas une question, c'est une problématique qui se pose chez nous actuellement et pour laquelle la population attend beaucoup des politiques. Alors, ce colloque, comme à son habitude, essaye de trouver des éléments pour essayer de porter des solutions à ce problème qui, je dis, 84%, il a été dit encore ce matin, 84% des demandes de logement relèvent de l'habitat social. Donc, il s'agit de trouver forcément les voies et les moyens pour pouvoir répondre à l'attente et aux besoins de notre population, de nos administrés dans ce domaine-là. C'est une situation préoccupante tout de même, concernant la Guadeloupe ou même la Martinique. On me le disait il y a quelques minutes, ces problèmes de logement. Oui, c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle c'est vraiment l'outre-mer qui est concerné par cette question-là. C'est la Martinique, c'est la Guadeloupe, à des degrés forcément divers. Nous avons tous des différences, nous avons des particularités. Nous sommes un territoire pluriel et donc il y a encore des réalités que nous ne connaissons pas. Mais il s'agit de mettre en place des orientations qui puissent permettre d'avoir une politique de logement sur nos territoires qui soit adaptée à ces territoires-là et aux besoins des populations qui y habitent. Il faut adapter parce que quand on pense le nombre de personnes qui touchent le RSA, encore faut-il que ces personnes puissent accéder à des logements aujourd'hui. Oui, il faut faire d'ailleurs une priorité à cet aspect de la situation parce que nous avons beaucoup de familles qui méritent d'être accompagnées pour les logements, pour leur habitat et je tiens à dire que nous avons au niveau de la MG préféré parler plutôt d'habitat. C'est un concept qui globalise forcément beaucoup de choses, mais qui tient compte un peu de notre culture, puisque la maison chez nous, c'est un des aspects presque identitaires, j'allais dire, pour un Guadeloupéen, de pouvoir après habiter sa maison et ensuite transmettre cet habitat à ses générations futures, à ses enfants. Donc c'est une question qui est cruciale, culturelle. Bien sûr, nous sommes obligés d'y être. Et à ces problèmes-là, on sait que s'ajoutent chez nous, particulièrement à Guadeloupe, les problèmes de l'assainissement. Alors, une autre question qui se pose et qui est d'actualité en Guadeloupe, c'est la problématique de l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, beaucoup de gens se posent la question, comment dans un pays comme la Guadeloupe, où beaucoup de choses se jettent, on voit nos poubelles augmentent de quantité chaque année, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions? Réponse avec ce reportage de Vianney, c'était à Bimao, on regarde. Nous sommes là en fait justement parce que nous avons organisé dans le cadre de la semaine du développement durable une matinée plus ou moins donc de troc et de dons. C'est une première effectivement, puisqu'au départ nous avons voulu organiser un troc don uniquement pour les activités donc sportives, culturelles, mais on a élargi justement donc l'événement. En acceptant donc les textiles, donc les accessoires, voilà, donc pas mal donc de petites choses. Aujourd'hui, on récolte de tout. Ça passe aussi bien par le textile que ça passe aussi par des objets qui sont insolites, tels qu'un fauteuil d'handicapé. Ça peut être aussi des plantes aussi qu'on peut échanger. Ça peut être aussi des rollers. Ça peut être des jouets. Ça peut être aussi tout ce dont on n'y pense pas, mais qui peut être pratique parce qu'il y a certaines personnes, plutôt que de toujours vouloir acheter des choses neuves, je pense qu'il y a des choses qu'on peut effectivement récupérer et pas forcément acheter du neuf parce que lorsqu'on est
dans le cadre de l'économie circulaire et on sait en fait la problématique du développement durable, il est toujours très intéressant en fait de récupérer et de pouvoir donner une deuxième, une troisième, voire une quatrième, une vie infinie à certains objets qui sont en bon état. Je trouve que c'est une bonne initiative. J'ai eu le flyer sur le site de la ville de Bimao. Et donc ça m'a beaucoup intéressée et là je suis venue voir ce qu'il y avait d'intéressant. Je trouve qu'il y a des choses qui sont bien et je dirais qu'il faudrait continuer et refaire cette manifestation et, de manière à ce que les gens puissent en profiter aussi. Au lieu de jeter, puisque après au niveau de la planète c'est pas bon du tout. Alors moi je dirais qu'il ne faut pas hésiter à donner parce qu'il y a encore énormément de choses qu'on a chez nous. Soit parce qu'ils ne nous servent pas, parce qu'on ne l'utilise pas. Et des fois, on est peut-être récalcitrant ou on se dit non, je ne vais pas donner, j'ai peur peut-être de la vie que ça aura. Non, je pense qu'il faut effectivement donner. Et de toutes les façons, l'objet en question trouvera son propriétaire. Voilà, qui fera l'usage qui lui semblera le meilleur pour lui. La semaine du développement durable, ça nous a permis notamment, enfin en tout cas au sein de la direction de la transition écologique et du développement durable, de faire de la plantation notamment au niveau des scolaires, de planter des arbres fruitiers en pot, parce qu'il y a effectivement le troc d'eau, mais il y a aussi en fait toute la problématique environnementale qui est autour du développement durable. Mais voilà, ce que c'est que l'économie circulaire, c'est pas jeter bitin et faire tourner, bocanter, porter pour ça qui panier, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire dans notre pays. Et c'est nécessaire, puisque quelquefois on nous accuse d'être dans un pays de consommation, d'hyperconsommation. Bien précisément, l'économie circulaire permet de réduire un petit peu cette consommation. On reçoit un cinéaste guadeloupéen, Christian Girard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre documentaire, il faut le dire, aborde la question de la drogue. Alors c'est une fiction, hein. C'est une fiction long C'est une métrage. fiction, mais en fait qui est très proche de la réalité, là, pour ce qu'on m'a dit. Alors, tant mieux, tant mieux effectivement si effectivement les gens trouvent un aspect documentaire, mais c'est vraiment une fiction au sens d'une histoire, hein. C'est un long métrage. Oui. Donc effectivement, ça amène je dirais, dans le débat, la thématique de la drogue, qui est une des thématiques que je dirais. Qu'est-ce qui vous a inspiré comme ça? Alors, merci pour la question. Moi, je suis donc réalisateur à la fois en Martinique et en Guadeloupe. Oui. Et en fait, j'ai été appelé sur des ateliers par un organisme qui s'appelle la Mille Nord. La Mille Nord, c'est la mission locale Nord, et où le directeur avait souhaité en fait travailler sur des ateliers avec des jeunes au niveau du court-métrage. Oui. Et donc, on a réalisé des courts-métrages. Et à la fin de ce petit programme-là, qui durait un peu plus d'une semaine, 10 jours, il me propose, il me dit, et si on allait plus loin et qu'on faisait un long? Je lui dis, un long, c'est pas tout à fait aussi simple que ça demande du temps. Et de l'argent. De l'argent, de l'énergie, de la préparation, etc. Nous-mêmes, on travaillait, en fait, puisque on travaillait quand même, puisque nous, on a vocation vraiment à faire du cinéma ici aux Antilles. On travaille sur un projet qui s'appelle Arefa, qui est notre long métrage. Quand je dis notre, j'ai une société qui s'appelle Alchimiste Prod. On a comme projet de sortir un long métrage qui s'appelle Arefa, et on travaille dessus depuis un certain temps. Et donc Jean-Michel Loutobi, qui est donc le directeur de la Mille Nord, à ce moment me propose, il me dit, écoute, ce serait bien qu'on aille plus loin, j'ai un script, j'ai un scénario, si tu as le temps, lis-le, etc. Je lui dis, bon, à cette époque-là, on partait à Cannes, et on n'était pas forcément dans la vibe. On s'est dit, bon, moi je suis curieux, donc j'ai lu, évidemment. Je lis tout de suite son script, je trouve un sujet fort, donc le sujet de la drogue, les mules. Le film s'appelait donc déjà Les Mules Invisibles. Et je fais lire à mon partenaire, qui est aussi mon associé, Neneb, qui me dit exactement la même chose. On n'aura pas le temps, on part à Cannes, il faut qu'on prépare Arifa, etc., etc. Et je lui dis, ouais, mais quand même. Et il lit, pareil, il se dit, le sujet, c'est un sujet, parce que nous, on aime bien aborder les thèmes, on n'a pas de tabou, en fait. Hein. La ligne d'Alchimiste Prod, c'est effectivement, on n'a pas vraiment de tabou, on aime bien parler de différentes thématiques. Et sur cette thématique qui était la drogue, on s'est dit, l'angle nous apparaît comme étant intéressant. Et là-dessus, il me dit, mais il faudrait qu'on réécrive, parce que le script tel qu'on nous l'avait proposé, ça aurait été compliqué de le faire en l'état. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut réécrire? Donc là, je reviens vers le directeur de la mission locale, Jean-Michel Loutobi, qui me dit, vas-y, pas de problème, entre guillemets, carte blanche. Bien sûr, il a son mot à dire et un droit de regard, mais on réécrit ce script. Et à partir de ce moment-là, en fait, très vite,
en fait, on est un petit peu poussé parce qu'en fait, il nous dit, si vous voulez le faire, il va falloir aller très vite. Donc à cette époque, on est en mars, avril, mai, puisque Cannes c'est mai, et il nous dit qu'il faudra tourner en août. Et là, on lui dit, mais c'est pas possible, je parle de l'an dernier. Hein. Oui. Et là, on se dit, bon, si on doit écrire, réécrire, monter une production, faire le casting, etc., ça va être compliqué. Au début, on se dit, voilà, il y a beaucoup de boulot, c'est pas comme ça, quoi. Il faut aussi de l'argent, évidemment. Et puis, à un moment donné, avec Néném, mon associé, on se dit, bon, c'est un challenge, on en a déjà vu d'autres, allons essayer. On y va, on lui dit oui, et on met le paquet. Et à partir de là, tout se déclenche, en fait, et donc on réécrit le film qui va jusqu'au moment de la réalisation être affiné. Oui. On monte une équipe avec des combattants, vraiment, à tous les niveaux, parce qu'il fallait l'être. Et on se dit, on peut le faire, il fallait tourner très vite, en peu de temps. On a tourné en 14 jours. 14 jours 14 jours. Donc pour les acteurs, alors comment ça s'est passé? Pour les comédiens, donc il fallait faire un casting. Donc là-dessus, je travaillais avec Nadia Charlery, qui est donc directrice de casting, qui m'a aidé à caster. Ce qu'on s'est dit surtout, parce que le projet était aussi d'intégrer les jeunes de la mission locale dans le processus. Oui. Exactement. Donc on les a pris sur des postes d'assistants, puisqu'on ne pouvait pas les prendre évidemment en chef, c'est pas possible, sinon là on partait dans autre chose. Donc on a pris des gens vraiment expérimentés, qui étaient donc à tous les niveaux. Gianni Allo, qui d'ailleurs est là ici avec moi en Guadeloupe pour faire la promotion du film, et Chris Burton, donc Gianni Allo sur le son, donc ingénieur du son, et Chris Burton également, qui travaillait avec nous au niveau de la direction de la photo. Mais pas que, on a pris vraiment des gens à tous les postes, qui étaient des gens un peu costauds, qui nous ont dit au départ, ok, on y va. Et donc voilà, on a tourné en 14 jours. 14 jours. Alors la post-prod a duré combien de temps? Alors la post-prod a duré un petit peu plus longtemps, puisqu'on a fini en août de l'année dernière. Je vous ai dit 14 jours, donc je crois qu'on a fini le 14 ou le 16 août, quelque chose comme ça. Et le 17 août. Et après, on a pris un peu de temps pour faire la post-prod, un peu plus d'une année, parce que là, on a juste terminé quasiment. On a eu plusieurs versions pour arriver à la version. Combien de temps se fait? Il y a 1h39. Quand même. 1h39, oui, c'est vraiment... Et ça va être sa première projection pendant le festival? Alors, exactement, il a eu sa première projection, donc nous, on est très contents de cette projection qui a eu lieu hier, en festival. En tout cas, on a reçu plutôt un bon accueil, donc c'était sympathique dans la salle. J'espère que ça va se poursuivre. On voudrait voir ce film. Quel va être le circuit après? Alors justement, le circuit pour nous, c'est de faire vivre le film en salle de cinéma. Oui. Donc aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Oui. Donc alors sa sortie officielle en Martinique, c'est acté, c'est le 20, avec une avant-première le 19, mais dès le 20, à partir du 20, donc sur le réseau de Madiana. En Guyane, ce sera à l'Agora à partir du 27. Pendant le festival aussi de la Guyane? Non. Là, on parle de sortie salle, cinéma. Vous allez comme au cinéma. Production normale. Voilà. C'est ce sur quoi on travaille. Là, voilà. Et en Guadeloupe, donc on a déjà des dates, notamment sur le Moule, donc la salle Loison, et puis le Ciné-Théâtre du Lamentin. Et puis le Ciné-Star également, je pense, voilà, serait intéressant. Après le festival. Voilà, je pense après le festival, puisque là c'est en plein festival, c'est un peu compliqué. Donc on est vraiment ravis de pouvoir proposer cette thématique-là à nous-mêmes, parce que j'imagine. Ce qu'il faut dire, c'est que à la fois le thème, il est ancré, il est local, mais toute la production, toute la chaîne de production, comme je vous ai dit, en Guyane, il va être bien vu ce film en Guyane. Alors bien vu, je sais pas. C'est une problématique qui nous gangrène de toute façon. Tous. Oui, bien sûr. Donc en Guyane, c'est vrai qu'il y a c'est de là il y a eu beaucoup de mules en Guyane. Énormément. Énormément. Et le passage se fait aussi par la Martinique et la Guadeloupe, comme on le sait, puisqu'on sait que ce sont des plateformes. C'est un véritable circuit. Exactement. Donc c'est un sujet en tout cas qu'on propose, j'allais dire aux Guadeloupéens, puisqu'on est en Guadeloupe, même si vous êtes diffusé partout. Oui, bien sûr. Et voilà, qu'on aimerait voir également sur l'Hexagone, puisque il faudrait le diffuser là-bas aussi. Ce serait avec plaisir, et c'est vrai qu'il faut, pour ça, il faut trouver qu'on appelle les canaux de diffusion. Le circuit de distribution. Voilà, exactement. Donc on travaille c'est la grosse difficulté.
C'est l'une des difficultés sur nos productions ici, locales, je dirais, de pouvoir distribuer les films sur l'Hexagone, quoi, notamment. Et les pays francophones, parce que je pense qu'il ne faut pas se limiter qu'à l'Hexagone, il y a aussi les pays francophones. Alors, ça veut dire, M. Agilan, qu'une fois que ce film va lancé, il va tourner, vous êtes définitivement lancé dans la production cinématographique, il y aura d'autres choses déjà dans la tête qui tournent? Absolument. Comme je vous ai dit déjà, à la base, on était sur notre projet, dont je vous ai parlé, Arifa, qui est un long métrage, fiction, un thriller aussi. Alors là, c'est un thriller plutôt côté dramatique, on va dire, il y a certains qui qualifient ça de gangster. En fait, il y a une action qui prend son temps. Hein. Ça prend son temps, mais une fois qu'on est dedans, je pense que voilà, on est... D'ici 2 ans, ça sortira d'ici 2 ans à peu près. J'espère bien. Donc, et puis, on a d'autres projets, effectivement, de séries, notamment, puisque c'est un peu ce que... Ça y est, le cinéma anti-guadeloupéen, etc., guyanais est lancé, alors. Alors, je pense qu'il nous a pas, modestement, je pense pas qu'ils nous ont attendus, mais nous, en tout cas, on amène une pierre à l'édifice. On voudrait justement que cette pierre contribue fortement, qu'on puisse s'appuyer, qu'il y ait d'autres choses, effectivement, qui viennent. Parce que c'est pas normal, effectivement, qu'il n'y ait pas de production à haut niveau. Martinique, Guadeloupe, Guyane, on devrait avoir des films qui sortent tous les ans quasiment. Je pense que ce serait bien, ça. Et des séries, parce qu'il n'est pas normal non plus. Il y a une série qui se tourne, enfin. Oui, en ce moment, oui, tout à fait. Oui. Mais en Martinique, ce serait bien qu'on ait aussi des productions qui émergent en Guyane, etc. Ça commence à venir en Martinique aussi, hein, parce que il y a une série qui est tournée en Martinique, un peu comme Death Paradise ici. Alors c'est l'équivalent des films pas là. L'équivalent qui se tourne en Martinique. Oui, Tropique criminel. Voilà, Tropique criminel. Mais comme j'aime à dire, c'est bien aussi que c'est très bien que toutes ces séries se tournent, mais c'est bien aussi que, je dirais, nos productions se fassent. Nous-mêmes. Nos productions, pas que ce qui vient de l'extérieur. Et vraiment, c'est très bien qu'il y ait des choses qui viennent de l'extérieur, ça nous enrichit, on aime travailler avec eux, il n'y a pas de problème. Mais c'est important également qu'il émane forcément quelque chose, parce que donc vous aurez, j'espère, l'occasion d'aller voir le film. Vous allez voir que, j'allais dire, tout est... en tout cas, nous, on a une volonté, que ce soit au niveau de l'image, du son, de la construction de l'histoire, de la thématique qui est abordée. On traverse, parce qu'on s'appuie sur Noël. Donc, c'est à la période de Noël. Enfin, il y a des thématiques fortes qui sont ancrées dans nos territoires. On a envie de voir. Tant mieux. On va le voir. Alors, ça tombe bien, M. Agilan. Vous avez en face de vous une dame. Bonjour, Madame Bertino. C'est une dame qui fait du cinéma depuis non. Elle n'est pas connue internationalement, mais là, il y a eu pas mal de prix. Elle va quand même se présenter. Madame Bertino, le petit mot quand même sur ce que vous avez fait au niveau du cinéma, parce que ça fait longtemps que vous en faites. Oui, c'est-à-dire que je suis le premier cinéaste de la Caraïbe. De la Caraïbe, carrément. Oui. Donc, c'est prouvé par plusieurs recherches au niveau des universités. C'est d'ailleurs les Américains qui ont découvert quand j'étais la première. En quelle année vous avez commencé? Dans les années 70. 70? Un petit peu avant Christian Lara, alors? Non, mais quand M. Lara est arrivé ici, en 75, et, il a su que j'existais, il m'a fait appeler. Il a envoyé un monsieur me chercher. Il m'a envoyé sa carte et il m'a reçu à la rue de Nausière. Il avait son local. À la rue de Nausière, nous avons très bien sympathisé. D'ailleurs, je devais tourner un film avec lui. Je n'ai pas pu pour des raisons d'horaire, parce que je devais tourner le matin et j'avais un rendez-vous à Sainte-Anne l'après-midi. On était au Fort d'Elvès. Et à 13h, je n'étais pas passé. J'étais obligée de m'excuser et je n'ai pas pu tourner avec lui. Mais nous avons gardé de bonnes relations. De bonnes relations? Oui, quand il partait aux États-Unis, il m'a dit je pars parce que je ne suis pas reconnu en Guadeloupe. Et puis il est revenu finalement. Mais ça se passait très bien entre monsieur. Alors, moi. Je sais que vous avez eu des prix pour des choses, des petits courts-métrages que vous avez faits. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ça un petit peu? Oui, c'est-à-dire que j'ai obtenu la médaille d'or, médaille d'argent, médaille, tous les niveaux. Oui. Et en 2018, j'ai été classée cinéaste première division de la France. Et j'ai été également, j'ai reçu également le trophée de l'excellence. Oui. Parce que ça faisait la 5e année que la seule cinéaste de France était primée chaque année, avec une médaille chaque année. Oui. Donc la Fédération française de cinéma et vidéo m'ont attribué le trophée de l'excellence. Ça s'est passé à Paris. Voilà, une pionnière du cinéma guadeloupéen. Pour moi, c'est un cadeau. Et donc, elle est venue ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, suite à la mort de Mme Victoire Jasmin, la sénatrice, elle avait eu l'occasion de faire... Alors, vous avez raconté ça, Mme Bertino? Oui, c'est un film qui a été tourné sur le territoire des Abîmes. D'ailleurs, au bon endroit où c'est, là où il y a maintenant le boulevard Marie-Galante. Donc, cette partie-là a disparu
ça nous fait un souvenir. C'est là que nous avons tourné le film. Un film qui m'a été commandé pour les écoles du Gosier par Madame Bernice, qui était responsable des écoles. Oui. Donc, comme c'était la semaine du patrimoine, elle a visité les écoles et elle s'est intéressée à ce que les écoles devaient faire comme manifestation. Et lors de sa visite, elle a constaté que les enfants ne savaient pas qu'est-ce qu'on appelait faune, flore et tout ça. Les enfants ignoraient vraiment les détails, qu'est-ce qui composait le développement du gramme, le patrimoine de la nature. Oui. Elle m'a téléphoné une semaine avant la semaine et elle m'a demandé est-ce que je peux lui faire un film rapidement sur ce que c'est que le patrimoine, le faune, flore, parce que les enfants du Gosier n'en savent rien. Donc j'ai été pendant une semaine. J'ai payé le cadeau pour pouvoir faire ça. Et donc j'ai voulu faire un casting de rue. Un casting de rue, c'est-à-dire que dans ta mémoire ou dans la rue, où tu vois qui peut jouer le rôle et te donner le rendu que tu attends. Et dans ma tête, Madame Jasmine est arrivée et Jean-François Rousselin. Ce sont des personnes qui ont la voix posée, qui ne parlent pas rapidement et qui articulent bien. Ça pourrait bien convenir aux élèves. Mais j'ai choisi Madame Jasmine plus tôt parce qu'elle avait une voix plus douce et qui pouvait porter atteinte au cognitif des enfants. D'accord. C'est pour cela qu'elle a été sélectionnée. Le film a été tourné en septembre, le vendredi. Septembre de quelle année 2017. Oui. Donc la semaine du patrimoine, c'était le lundi d'après. Donc j'ai tourné le film le vendredi. Le dimanche, elle a été élue sénatrice. Donc elle n'était pas dans le cadre de la politique. Non. Elle n'était pas encore sénatrice. Non, elle n'était pas sénatrice. Oui. D'ailleurs, quand elle m'a téléphoné pour me dire, tu sais, c'est ton film qui m'a donné la chance. Je suis sénatrice. Donc, en tout cas, c'est l'histoire, c'est pour l'histoire. Hein. Mais on va voir un peu. On va voir, voilà. C'est ma façon de lui rendre hommage. Tout à fait. Projeter ces images-là, montrer la personne qu'elle était, une personne ferme, déterminée, et qui a toujours voulu du bien. Oui. Et là, elle parle pour les enfants. D'accord. Donc, ça ne peut que retracer ce qu'est Madame Jasmine. Le patrimoine est à première vue un bien qui vient du père ou de la mère. On considère que c'est un héritage familial. Ou encore, ce qui pourrait émaner d'associations de personnes physiques, morales, juridiques, de personnes qui n'ont pas forcément d'enfants, et tout ce qu'on peut considérer comme étant un bien commun. Le bénéficiaire ou le patriote qui aime sa patrie s'efforce de lui être utile, qu'il s'agisse de la flore ou de la faune. La flore, c'est le climat chaud ou humide qui favorise la végétation, les sous-bois, les arbres, les fleurs. La faune qui compte, les animaux, les oiseaux, les papillons, les reptiles. Les ovins, les bovins. La mangrove, les mares. Les ravines, la forêt, les chutes, les rivières. Il y a aussi la transmission du savoir, la reconnaissance intellectuelle, le respect et la formation des hommes. Toutes ces œuvres évoquent la puissance du souvenir, une faculté commune à tous. Il y a 3 moments dans le processus de la mémoire. La fixation, la conservation, l'évocation. Ce sont ces dons naturels
orientés vers la prise de conscience qui doivent nous conduire au respect, à la préservation et à la protection du patrimoine. Voilà, bien, c'était donc en hommage à Victoire Jasmin. Je rappelle que demain, en France, le Sénat rendra hommage à partir de 19h à Madame Jasmin. Et donc, Madame Vertineau, vous teniez absolument à faire passer ce petit document qui devient un film de patrimoine maintenant, à tous les sens du terme. Mais oui, d'autant plus qu'elle a beaucoup travaillé pour ce patrimoine intellectuel que sont les enfants. Elle s'est beaucoup battue dans les écoles, on le sait. Donc ce sujet lui convient tout à fait. D'accord. Bien, merci pour elle et merci aussi d'avoir rendu cet hommage avec ce film historique, puisqu'il date déjà de 6 ans. Oui, bien sûr. Et c'est un document, c'est désormais un document, et j'imagine que les gens qui ont vu ce film-là voudront peut-être le revoir. Alors, ils vont s'adresser à vous directement s'ils veulent revoir ce film. Merci en tout cas d'être venu. Merci aussi, M. Agilan. Beaucoup d'émotions, j'imagine, à voir Mme Jasmin, là, comme ça, bien vivante, en sachant qu'aujourd'hui, elle est encore, son corps est encore à Paris. Il va entrer probablement dans les jours qui viennent. On ne sait pas encore la date de ses funérailles, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, à 13h26, on prend la deuxième et dernière pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin du ZCL News. Merci d'être avec nous. Nous sommes là avec vous jusqu'à 14h. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Dans un instant, on va recevoir Christian Gilbert, photographe, artiste, journaliste. Avec lui, on va parler d'une manifestation qui aura lieu jeudi. Mais avant, on revient à nos focus du jour. Alors, premier focus, on va le regarder. Alors, c'est aujourd'hui le 9 octobre, le jour de naissance, mais en 1934, d'un musicien très connu dans le monde, pas assez connu en Guadeloupe, puisqu'il est venu une seule fois. Il s'appelle Doula Brand. Et son vrai nom, c'est Abdullah Ibrahim Adolphe Johannes Brand. Alors, il est né le 9 octobre 1934 au Cap. C'est un pianiste de jazz et compositeur sud-africain. Sous le pseudonyme de Doula Brand, il était interdit à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Il a cessé, puisqu'il faisait partie du mouvement anti-apartheid avec Myriam Makeba, avec des gens comme ça. Il est plusieurs fois arrêté. Sa musique est liée à l'histoire de la musique noire et de la lutte des populations sud-africaines contre l'apartheid. Après son exil en Europe de 62 à 68, il est devenu jazzman notoire, ayant joué avec de grands jazzmen américains et européens. Il retourne s'installer au Cap et devient bien sûr, il change de nom puisqu'il adopte la philosophie de l'islam et la religion. Et il devient Abdullah Ibrahim. Il était venu en Guadeloupe dans les années, à la fin des années 90. Il avait fait un concert unique, c'était au Fort d'Elgrès. On écoute un petit extrait de sa musique pour les gens qui ne le connaissent pas, mais c'est vraiment un très, très grand pianiste. On écoute.
juste un tout petit extrait de ce 33 tours sorti dans les années 90, Afriquette Marketplace. Deuxième focus, là, si on revient à ça qui est en nous, le créole, bien sûr, puisque nous avons un mois créole là, et comme chaque jour, nous avons un petit proverbe créole que nous prenons dans le livre créole, proverbe à 10e manette, et c'est Odalia qui fait ce travail. Il ne faut pas aller les chats de beau-père pour morceaux Zabouka. Alors, son parole, on proverbe créole, que tout le monde connaît. On va sur Christian connaître ça là. Vous connaissez ça là? Il ne faut pas aller les chats de beau-père pour morceaux Zabouka. On doit avoir ses propres limites et faire preuve de dignité. C'est ça veut dire. Il ne faut pas envoyer les chats de beau-père pour morceaux Zabouka, parce qu'en plus, chat là, pas même manger Zabouka. Exactement. Bon, voilà, c'était le proverbe du jour, puisque nous, dans moi, là, et chaque jour, depuis l'année passée, nous commençons ça, et chaque jour, Odalia a fait un petit recherche pour nous. Alors, je voulais dire, on va recevoir Christian Gibert. Christian Gibert, il a été journaliste, il est photographe, reporter, pratiquement photographe, artiste même, on peut dire. Il vient de sortir un ouvrage que vous devez avoir, c'est un ouvrage Christian Gibert. Comment il est venu l'idée de cet ouvrage, Namasté? Il y a une personne, Madame Tourville, Sonia, qui était de passage chez moi et qui regardait un peu des images et qui me dit « Mais Christian, pourquoi tu ne fais pas un livre avec des photos de gens qui sont intéressants, des gens importants ?» Et puis j'ai réfléchi à la question, parce que j'avais déjà eu une pensée comme ça il y a à peu près 25 ans, parce que je voulais faire un grand tour de la Caraïbe, et puis par île, repérer 2 ou 3 personnes représentatives de chaque île, pour en faire une sorte de document et faire une sorte d'affichage tournant dans toutes les îles, de façon à se découvrir. Donc ça m'a parlé. J'ai travaillé sur le projet et puis ça a donné ça. Ça a donné Namasté. Alors, c'est un livre qui a 2 parties quand même, il faut expliquer ça. C'est vrai, il est tête bêche, hein, il a 2 couvertures. Une première couverture qui est on peut le montrer feuillage. Quand même, Christian, on peut le montrer quand même. Feuillage, donc voilà. Oui. Dans cette partie-là, finalement, je montre les 58 personnages qui ont été, enfin que j'ai choisi, hein, puisque personne ne m'a rien imposé, c'est moi qui ai fait ce choix-là, d'accord. Et de l'autre côté, il y a un Namasté, donc Voyage immobile. Ça, c'est un récit que je me suis permis d'écrire, voilà. Et voilà, c'est une petite histoire qui raconte la promenade, en fin de compte, de jardinier qui essaie d'initier d'autres de ses amis au langage des arbres. Voilà, tout à fait. On va dire ça. C'est très patrimonial, ça, hein, et très écologique aussi. Alors, écologique, oui, mais disons que c'est quand même un moment de rencontre avec nous-mêmes, avec la Guadeloupe aussi. Oui. Donc, il y a un côté un peu bucolique, on va dire, mais bien sûr, mais en dessous de ça, il y a beaucoup de paroles, beaucoup de choses qui sont dites par les arbres, qui devraient nous révéler nous interpeller un peu, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, j'avais à poser la question, mais je la repose plus que ça, parce que le livre s'appelle Namasté. Namasté, c'est un mot de la langue tamoule, qui veut dire salut. Oui, en sanskrit, ça veut dire je reconnais l'être divin qui est en toi. Je salue l'être divin qui est en toi. Oui. Voilà ce que ça veut dire exactement. Donc, c'est vrai que c'est une marque respectueuse envers quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on jouait les mains pour saluer. Donc, c'est vraiment quelque chose de très respectueux et de très profond. Ça veut dire que finalement, les gens que j'ai choisis, j'ai choisi aussi pour leur qualité humaine. Oui. Parce que finalement, il n'y a pas que la profession, qualité technique, intellectuelle, mais il y a aussi les qualités humaines. Donc, ça veut dire que en général, ce sont des gens qui, humainement, sont en rapport avec les autres, qui est tout à fait harmonieux, intéressant, voilà. De manière générale, hein, je ne suis pas non plus dans l'âme de tout le monde, mais bon, c'est ce que j'ai pu ressentir plus ou moins, quoi, voilà. Et puis, ce sont des gens qui ont marqué ou qui sont encore en train de marquer par leur travail, par leur ténacité, le milieu, enfin l'espace guadeloupéen. C'est aussi une manière de sortir de l'invisibilité. Parce que nous sommes invisibles chez nous, il faut qu'on soit clair. Les rares fois où on est mis en avant, c'est pour dire qu'on est tué en monde, c'est ainsi de suite. De façon négative. En général, c'est de façon négative. Hein. Donc, en gros, je pense que c'est aussi ça, c'est le fait de donner aussi des référents à toute une jeunesse qui en a bien besoin, d'ailleurs, puisque on a l'impression qu'ici, il n'y a jamais de gens qui font des choses sérieuses. C'est évident qu'il y en a nous qu'a fait. Donc, et nous avons effectivement beaucoup de Guadeloupéens
qui font des choses extraordinaires, des choses qui ont marqué le temps et qui le marquent encore, et qu'il faut absolument, dans tous les domaines d'ailleurs, il n'y a pas que le sport. Mais non, le sport, c'est un élément. Il faut qu'on découvre un peu ce que nous sommes vraiment, et dans toute sa latitude, quoi. Nous sommes un peuple vraiment qui un grand peuple. C'est des mondes qui... Nous avons un petit pays, mais nous sommes un grand peuple. Non, non, mais c'est vrai. On va dire qu'on est gros. C'est très sérieux. Il faut qu'on arrête de toujours parler de petits. Mais nous sommes grands. Nous sommes grands et à l'égal des autres. Mais on n'a rien à envier à personne. Nous n'avons rien à envier à personne. Ah bon, à un niveau là, nous sommes là. Là, on a regardé l'histoire de la Guadeloupe. Là, nous sommes ici. Ni à peine des siècles là, l'esclavage aboli. Mais je ne veux pas croire au paquet de monde qui l'a depuis au paquet de siècles. Mais bien sûr, nous avons doublé eux même. Nous certains, nous avons dépassé eux, c'est clair. Non, je veux dire qu'on a une production intellectuelle, par exemple, en Guadeloupe, qui est hors du commun, quoi. De haut niveau. C'est haut niveau. Oui. On n'a rien à envier à qui que ce soit. On a effectivement des sportifs également, mais on a des gens qui ont fait... qui ont mis en place des systèmes, des conventions. Il y a dans tous les domaines, il n'y a aucun domaine, je pense, dans lequel on ne peut pas trouver un Guadeloupéen. Alors, nous, pour un Guadeloupéen que nous connaissons, nous, c'est Christian Gilbert, il fait un paquet photo, parce que là, c'est... En même ça, c'est un millionnaire, ma ça, j'ai fait. Bon, alors, dis-nous, Christian Gilbert, comment ça a commencé le travail de photographe en Guadeloupe? C'était dans les années 80, un petit peu avant, 80, 82 à peu près. Enfin, quand je suis arrivé en Guadeloupe, ici, en 1976, déjà photographe, entre parenthèses, le paysage guadeloupéen était pas très orné. On peut pas dire qu'il y avait une profusion de photographes, ne pas tenir grands affaires à monde. Quand je veux dire, il y a certainement des gens qui faisaient de la photo, c'est pas la question, mais des gens qu'on pouvait dénommer comme photographes, professionnels, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, ça a pris un certain temps pour voir éclore un certain nombre de jeunes gens qui ont abordé le métier déjà de manière un peu, directe, quoi, sans formation initiale ni quoi que ce soit de ce genre, et donc des gens qui se sont formés sur le tas, on peut dire ça. Donc voilà, donc ça a été ça d'abord, et puis petit à petit, il y a eu accès à des formations pour certains d'entre eux, par le biais d'ailleurs de la Chambre de métier et des FONFAF. Il y a eu un syndicat de la photographie, bon, entre parenthèses, que j'ai eu l'honneur de créer, puisque ça n'existait pas auparavant. Et donc finalement, à travers ces FONFAF, il y a des gens qui ont pu avoir accès à des formations et qui ont pu développer quelque chose de particulier. Bon, parallèlement, il faut dire que le marché il y avait deux marchés, en fin de compte. Le marché social, tout ce qui est mariage, baptême, première communion, machin, compagnie. C'est ça qui faisait vivre les photographes à l'époque, il ne faut pas oublier ça. Comment? C'est ça qui faisait vivre les photographes. C'est ça qui faisait vivre les photographes. Qui a fait mariage et baptême. Absolument. Alors moi, je n'ai pas tellement vécu de ça, parce que finalement, j'ai eu on va dire, le flair de toujours considérer que là où il y avait de l'argent, c'est dans l'entreprise. Donc finalement, j'ai tout de suite cherché à travailler avec les entreprises. Alors, j'ai d'abord travaillé avec les institutions et avec la Chambre de commerce, avec le département, enfin, avant c'était au Conseil général, et la région, puisque j'ai travaillé avec la région également. Et donc, c'est avec ces gens-là que j'ai beaucoup travaillé au départ, et ça m'a donné une assise différente. Parce que finalement, je photographiais énormément dans des espaces privilégiés, on va dire, puisque j'avais accès... aux poignées de main de tous les grands hommes politiques et autres. Et en même temps, j'avais un regard sur notre société qui était particulier. Particulier, puisque finalement, j'étais présent lors de grandes rencontres, aussi bien sur le plan économique, à la Chambre de commerce, que sur le plan politique, dans les instances régionales et départementales de l'époque. Voilà. En gros, c'est ce qui a fait que finalement, j'ai pu vivre autrement. Puisque j'avais... Mais ça veut dire, Christian Gilbert, que vous avez quand même un patrimoine archivistique d'importance quand même pour la Guadeloupe. Oui, parce que, étant donné qu'à une certaine époque,
mon pâté, un petit matelas, l'agent qui a pâté obligé de travailler vraiment. Alors donc, en tout cas, faire photo tout le temps, puisque je pouvais partir du journée entier, faire mes affaires et faire des photos, travailler sur les thématiques. J'ai fait des couvertures du genre le charbon, en avait photo. Mon pâté obligé de courir derrière pour me sérieux, quoi. Donc finalement, je faisais des photos qui me plaisaient. Et puis, j'ai pris l'initiative de couvrir systématiquement tout ce qui se passait sur le plan politique et culturel en Guadeloupe. Ça veut dire que, en tout cas, Domi, le Centre des Arts, pratiquement, c'est toujours là. Des spectacles qui ont fait ça des heures pour pas découvrir. Ensuite, dès qu'il y avait une petite fumée quelque part, j'étais présent, en tout cas, arrivé avant la pompe. Arrivé avant la pompe. Donc voilà, en gros, alors aujourd'hui, il y a un patrimoine d'images qui a été récupéré par le département et qui fait l'objet de grand travail de classement et de numérisation. On verra ça un jour. Alors, l'année prochaine, ce fonds-là... Faut pas dire, moi, c'est là où Non. L'année prochaine, fonds-là qui est visible. Parce que ça fait maintenant pratiquement 3 ans qu'on y travaille. Alors, aujourd'hui, on en est arrivé à peu près à 25 000 documents. Voilà, et pas fini. Il l'aurait fini. On peut mettre un zéro derrière. Donc, finalement, c'est très intéressant d'avoir ce stock d'images, puisque quelque part, il couvre un peu beaucoup de champs. La politique, la culture, mais aussi la société. Ça veut dire que j'ai photographié des scènes, des gens au travail, plein de choses qui sont, des fois, qui peuvent paraître hétéroclites, mais quand on va les mettre bout à bout, on va se retrouver avec quelque chose d'assez... C'est un travail qu'a fait Catan il y a 50, 60 ans. Et qui permet justement aux gens de retrouver un petit peu la Guadeloupe d'antan. Absolument. Alors, ce qu'a fait M. Catan, et il a le mérite d'ailleurs, c'est... Bon, il était un peu dans une situation particulière, c'est un bourgeois. Voilà. Il était à l'aise, quoi. Donc, finalement, il était à l'aise encore. Et puis, c'est moi qui t'ai dit en patrimoine. Donc, il est parti chez Lumière apprendre la photo. Alors, je sais pas que je n'ai pas eu la chance d'avoir des formations, c'est pas ça, hein? Non, mais c'est pas les mêmes conditions. C'est pas la même position. Non, c'est la petite bourgeoisie bassérienne. Et puis, si là, j'en ai là, c'est moi-même qui t'ai fait. Bon, voilà. Donc, en gros, on va dire que c'est vrai que j'ai pu aller au Canada, à Banff, j'ai pu faire beaucoup de choses. Mais bon, ceci dit, c'était pas le même contexte. C'est pas le même contexte. Non, mais je parle au niveau de la société. Il a quand même laissé un patrimoine photographique important. Absolument. Et à voir que ça, on va faire là, c'est même l'arrêt de là. Alors, la chance que j'ai, c'est que à l'époque, pour photographier, c'était beaucoup plus difficile qu'à mon époque. Ah ben oui. Parce que les appareils étaient plus lourds, le système à mettre en œuvre était beaucoup plus compliqué. Et même l'archive. Ah oui, l'archivage était... D'ailleurs, en parlant des archives de M. Catan, je profite pour faire un petit salut à Di Catan, qui, en fin de compte, a vraiment été quelqu'un qui est à l'origine de la récupération des archives de son père. Un élève, il a regardé les archives, il a dit, maman, regardez les archives qu'il a des plaques, des trucs. En plus, c'était un vrac, ça va être... Et là, elle a réussi à réorganiser tout ça. Ils ont même fait une exposition il y a 2 ans. Ah oui, mais de toute façon, maintenant, les archives départementales ont repris le relais aussi par rapport à tout ça. Et c'est devenu vraiment un fonds d'images tout à fait sérieux. Alors, il y aura le fonds Gébert désormais. Absolument. Ah, mais ça, super. Absolument. Donc, c'est une chose qui va avoir le jour, normalement, l'année prochaine. On va commencer à pouvoir montrer une partie du fonds. Parce que pour montrer tout le fonds, là, moi, il y a un travail tout. Et Christian, on va photographier toujours, la preuve. Si, mais la preuve, on va photographier. Mais oui, c'est ça. Et justement, on va essayer de partir dans notre... Si Dieu veut, hein, on va essayer de partir dans notre campagne, un petit genre plus important que ça encore. Parce que le problème qu'il y a là, c'est que, bon, si nous pas fait, pas un monde peut faire en place. Vous comprenez? D'ailleurs, on va changer. Depuis à l'origine de Caribbean Connection. Mais bien sûr. Et je dis là, habiter là, ça. Si ça, d'ailleurs, pas au monde, j'ai refait ça, parce que mon essayé, mon dit, il refait, il refait cela, mais il va à bout, puisque finalement, pour te faire ça, il faut tenir le contact
sérieux. Et à l'époque, ça a été compliqué parce que c'est moi-même qui t'ai parti. Mais pas tenir Internet. Pas tenir Internet, pas tenir Google, pas tenir rien. Pas tenir ordinateur. Pour monter texte, collage, montage. Et c'est moi qui t'ai fait le montage là. Donc, c'est une opération compliquée. C'est moi qui t'ai parti appareil photo en moins, magnéto en moins, pour aller faire photo à droite, à gauche, dans toutes ces qualités de lettres là. Revenir, faire traduction, machin, compagnie, ainsi de suite. Et après, distribuer le journal là. Après, redistribuer le journal là encore. Donc, c'est ton butin qui il fallait faire montage, machin, aller porter pour l'imprimeur. Courir pour mon là, il faut mettre vos notes. Ah non, mais c'est compliqué. Après, pour faire un butin comme ça, c'est pas ça veut dire qu'on n'est pas obligé de déplacer d'ailleurs. Il y a un monde qui peut voir ça en image, tout de suite, papa, butin. C'est tout ça qu'a fait papa. Alors, Christian, nous avons rendez-vous quand même, il faut nous dire des petits mots, c'est ça? Oui. Alors, jeudi 12, donc dans quelques jours, au MAT, au Memorial Act, donc nous allons recevoir le public pour nous parler de livre là, discuter avec M. Thompson, M. Roger Thompson, avec moi-même, et c'est Mme Laure Tarrer qui ont genre managé Biden là. Bon, voilà. Et est-ce qu'on peut dire un petit mot pour le monde qui va en bon force? Il y a un monde qui va en M. Zozo, qui va en bon force là pour un petit cocktail dînatoire. C'est qu'en charge Biden là, l'entreprise c'est on a oublié nos entreprises là, mais on dit nos entreprises à Bouga, puisque c'est important. Les saveurs gourmandes. Les saveurs gourmandes. Et donc, c'est important que, parce que souligner là, parce que c'est des gens qui sont des patriotes et qui ont fait des bulletins pour aider, pour aider les bulletins faits. Et nous visons ça. Et nous visons ça. Si on a l'autre. Oui, il faut nommer ça. Absolument. Rendez-vous jeudi 19h au MAC avec Christian Gébert, son livre Namassé. Si vous n'avez pas encore profité, qu'il est là pour signer aussi. Qu'il est pour signer. Oui, qu'il est signature. Rendez-vous. Mais venez pour nous échanger, pour nous discuter de ça. Parce qu'il n'y a pas rien qui photo. Et c'est débutant à la fois. Et petit texte là, des petits butins rigolos là. Tout à fait. Amusant, on va dire. Salut. Ok, merci Christian de venir. Et rendez-vous jeudi 13h51. On a le temps de voir l'annonce de l'éclipse solaire. Ce sera le 14 octobre. C'est un reportage de deux petits mots là-dessus, rapidement, si on a le temps. Oui, il est 51. Sera visible en Guadeloupe le 14 octobre. Alors rendez-vous, donc vous voyez sur l'image ce qui se passe. Donc c'est pas souvent que nous avons des éclipses solaires. Donc profitez justement, si vous êtes photographe, eh bien organisez-vous pour prendre quelques images de cette éclipse solaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On revient rapidement sur nos invités. Nous avons reçu Michel Mado en début du ZCL. C'est le président de la commission culture et de gestion du patrimoine du Conseil général. Il nous a invités à deux manifestations. L'une au Fort d'Elgrès avec, d'abord, il y a une résidence à la Ramée avec un musicien guadeloupéen très connu qui vit aux États-Unis, qui est un professeur à Berkeley. Je parlais de Schwarzbart, bien sûr, il sera là en direct, il va former des jeunes ou même des non-jeunes. Et puis après, il fait un concert 2 jours après, le 20, ce sera au Fort d'Elgrès et ça vaut le déplacement. Et puis l'autre semaine, mais on aura l'occasion d'y revenir, il y aura toujours avec un conseil général, une série de musiciens de musique guadeloupéenne et non guadeloupéenne, de dancehall, de rap, etc. On en parlera la semaine prochaine. Christophe Agilin était là, c'est un réalisateur guadeloupéen qui vient de sortir un film sur la drogue. C'est à voir aussi. Nous avons reçu aussi aujourd'hui Madame Les Mules Invisibles, c'est le nom du film qui va être visible très prochainement
dans le cadre du festival, mais au festival aussi, c'est un film sur l'ado qu'il a tourné, il nous l'a dit en 14 jours. Et puis nous avons reçu Madame Amel Bertino qui qui nous a montré un petit film qu'elle a tourné il y a 6 ans maintenant avec Victoire Jasmin. C'était ça, la façon pour elle de rendre hommage à Madame Victoire Jasmin. Et on a vu ce petit film de 3 minutes sur le patrimoine guadeloupéen. Puis on vient de terminer avec Christian Gibert qui est photographe, artiste, on dit photo-artiste, qui présente son ouvrage Namasté. Ce sera le 19, jeudi prochain à 19h au MAC. Et puis l'actualité, on a fait un tour sur le tsunami, on a vu aussi le marathon de la non-violence organisé par M. Moutoussami, c'était à Saint-François. Et on a terminé avec l'habitat en Guadeloupe, le séminaire qui a eu lieu à Paris, et l'annonce de l'équipe solaire le 14 octobre. On se retrouve demain à la même heure, 12h30 en direct dans le ZCL. Je vous remercie de votre attention. C'était notre ami Yann qui était à la réalisation. Ciao, bye bye, à demain.